Mesdames et messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de votre journal de 22h. À la une dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, direction le Nord où le ministre Hassan Mohamed Ibrahim inspecte le chantier de la route nationale numéro 9 à Tadjoura. Je vous emmène en Centrafrique où le contingent Djibouti FPU-3 honoré par la visite du chef d'état-major de la gendarmerie. Et enfin, dans l'actualité internationale au Proche-Orient, un cessez-le-feu incertain face à une catastrophe humanitaire sans précédent. C'était les titres. Merci si vous nous rejoignez. Direction le nord du pays, où une délégation conduite par le ministre des Infrastructures et de l'Équipement, Hassan Mohamed Ibrahim, s'est rendue hier sur le chantier de la route nationale numéro 9. Cette visite officielle visait à évaluer l'état d'avancement de ce projet prioritaire de 113 km destiné à désenclaver les régions du Nord et renforcer la cohésion territoriale. Aux côtés du ministre figure notamment le préfet de la région de Tadjoura, Mohamed Abbas, le vice-président du conseil régional, Abdelkader Omar, le directeur des études de l'agence djiboutienne des routes. Ensemble, ils ont inspecté les différentes phases de ce chantier financé par le Fonds saoudien de développement. Parmi les éléments marquants du projet, la construction d'un pont de 400 mètres à l'entrée de Tadjoura retient l'attention, conçu en béton armé, précontraint et reposant sur des pieux forés. Il répondra aux normes sismiques et pourra supporter un trafic lourd. Les travaux démarreront en juillet 2025 pour une durée de 12 mois après des investigations géotechniques réussies sur 30 mètres de profondeur. Le chantier se veut également porteur de développement humain. Près de 197 travailleurs sont mobilisés dans les 179 Djiboutiens. Ces derniers bénéficient des formations au métier de BTP, contribuant à l'employabilité locale et à la dynamisation de l'économie dans la région. Les travaux de la route nationale numéro 9 sont divisés en deux tranches. Une première de 16 km actuellement en cours et une seconde conditionnelle de 97 km. À la fin du mois de mai 2025, 14% des travaux sont achevés. Rappelons que plus de 113 000 mètres cubes de remblais ont été réalisés. 10 ouvrages hydrauliques sont terminés et les installations de concassage et de béton sont opérationnelles. La route sera élargie à 10 mètres avec deux voies de 3,5 mètres et deux accotements de 1,5 mètre. Elle comprendra 57 ouvrages hydrauliques pour assurer le drainage et renforcer la résilience climatique et de l'infrastructure. Bien, les travaux démarreront, comme je vous le disais, en juillet 2025 pour une durée de 12 mois, après des investigations géotechniques réussies sur 30 mètres de profondeur. Écoutons le préfet de Tadjoura. Depuis que les travaux ont commencé, il y a eu des réunions, des concertations portant sur différentes thématiques en termes de recrutement, en termes aussi de contrats qui ont pu être noués entre non seulement les différentes entreprises, l'entreprise qui opère dans la région. Et je crois que déjà, ils vont faire pareil. Et de notre côté, surtout du côté administration, nous sommes à vos côtés pour pouvoir déblayer tous les contraintes, tous les problèmes qui puissent surgir aux nouvelles populations, intercommunautaires ou autres. Je vous en remercie. Eh bien, la route nationale numéro 9 permettra une connexion directe des ports de Tadjoura et Goubet au réseau national, facilitant ainsi les échanges commerciaux avec l'Éthiopie. Elle contribuera aussi à réduire les coûts et délais de transport, à sécuriser les itinéraires et à renforcer le positionnement stratégique de Djibouti en tant que hub régional. Écoutons le ministre. Je m'adresse à vous aujourd'hui pour partager l'avancée d'un projet d'une importance capitale pour notre pays. La réhabilitation de la route RN9, un chantier structurant
qui illustre l'engagement de notre gouvernement à moderniser nos infrastructures, créer des opportunités et connecter les territoires. Le projet RN9, long de 113 km, relie Tadjoura à la RN1. Il constitue une artère vitale pour le développement économique, la cohésion territoriale et les échanges avec l'Éthiopie. Grâce au soutien du Fonds saoudien de développement, nous avons pu engager un investissement majeur pour faire de cette route un levier de croissance durable. Cette route facilitera l'accès au port de Tadjoura et à la zone de Goubet, renforçant ainsi l'axe stratégique entre Djibouti et l'Éthiopie. Ces chantiers, ce n'est pas seulement du béton et de l'asphalte, mais créent des emplois et des richesses. 197 emplois créés, dont 179 occupés par des Djiboutiens. Ce sont des compétences qui se développent, des familles qui vivent mieux et une économie locale qui bouge. La nouvelle RN9 n'est pas une route comme les autres. Il va faciliter l'accès aux zones agricoles enclavées et stimuler le tourisme dans la région de Tadjoura. Ces projets, c'est la preuve que Djibouti avance. Direction Arta, où le ministère de la Jeunesse et de la Culture, en collaboration avec la préfecture et les conseils régionaux de la région d'Arta, ont procédé dans la journée d'hier au lancement officiel d'un masterclass en danse traditionnelle, un programme de formation destiné à transmettre un héritage ancestral aux jeunes générations. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de la stratégie nationale du ministère de la Jeunesse et de la Culture visant la transmission et la préservation du patrimoine culturel immatériel. Elle traduit la volonté du département ministériel de renforcer les compétences artistiques de la jeunesse tout en assurant la pérennité de nos traditions culturelles. Plus de 60 jeunes issus d'Artaville, des localités Ouéa, de Merjouk, Laïta et Karta bénéficieront de cette formation qui vise à valoriser les danses traditionnelles en tant que vecteur d'identité culturelle et de cohésion sociale. La cérémonie de lancement s'est tenue en présence de M. Hassan Dabal Ahmed, préfet de la région d'Arta, et de M. Elmi Beuh, président du conseil régional, et de M. Idriss Moussa et Ousmane Beuh, conseiller technique du ministère de la Jeunesse et de la Culture, du directeur des régions, de la directrice de la culture et des élus locaux. Écoutons le président du conseil régional d'Arta. Bon, on dit la culture, la danse, les gestes traditionnels, tout ça, c'est la lunette d'un peuple. Un peuple sans culture, c'est un peuple qui n'existe pas. Il y a un proverbe africain qui dit quand tu ne sais pas où tu vas, écoutez, quand tu ne sais pas où tu vas, tu regardes là où tu es venu. Je crois que cette phrase résume tout. Chers amis, je vous remercie avant de passer la parole au président de la région. Soyez bienvenus encore une fois et continuons à œuvrer, à regarder en arrière là où on est venu. Je vous remercie tous. Je vous emmène en Tanzanie où l'honorable député Mahmoud Moussa Daher participe au 14e Forum africain sur la gouvernance de l'Internet Africa IGF 2025 à Dar es Salaam du 29 jusqu'au 31 mai sous le thème « Renforcer l'avenir numérique de l'Afrique ». Durant ces 3 jours, le député Mahmoud Moussa Daher, membre fondateur du réseau parlementaire africain sur la gouvernance de l'Internet, contribuera aux discussions dans les principes thématiques à l'ordre du jour serrant les infrastructures publiques, numériques et la gouvernance des données, cybersécurité, résilience et confiance, intelligence artificielle, technologies émergentes, l'accès universel et connectivité significative, ainsi que renforcer la coopération numérique. Retour à Djibouti où, dans le cadre de sa mission de prévention et de sensibilisation, une délégation de la Commission nationale indépendante pour la prévention et la lutte contre la corruption
a effectué hier une visite officielle à l'Académie interarmée d'Arta. Cette rencontre officielle s'inscrit dans la stratégie nationale de lutte contre la corruption visant à promouvoir l'intégrité et l'éthique au sein des institutions publiques, y compris dans le secteur de la défense. Accueillie par les responsables de l'Académie, la délégation a animé une session d'information, de sensibilisation à l'intention des élèves officiers. L'objectif principal de cette initiative est de renforcer la culture et la probité et de responsabiliser les futurs cadres militaires sur les dangers et les conséquences de la corruption, tant au niveau institutionnel qu'individuel. Je vous le disais dans le titre, direction l'Afrique centrale, où une délégation d'officiers supérieurs conduite par le colonel Zakaria Hassan Aden, chef d'état-major de la gendarmerie nationale, s'est rendue en République centrafricaine pour une mission d'inspection auprès du contingent de la gendarmerie déployé à Ndélé. Dans la journée du 19 mai, le colonel a rencontré le contrôleur général Amadou Fofana, adjoint au chef de la composante police, qui a salué l'engagement et les performances remarquables du Djipou. Des échanges de présents ont ponctué cette rencontre. En marge de cette visite, le chef d'état-major a rencontré plusieurs responsables de la MINUSCA, notamment l'adjoint à la représentante spéciale du secrétaire général, ainsi le directeur de l'appui à la mission. Les discussions ont porté sur les performances de la Djipou, les travaux restants au camp ainsi que les résultats des inspections précédemment menées. Le mardi 20 mai, le chef d'état-major a atterri à Ndélé à bord d'un vol affrété par les Nations Unies. À son arrivée, il a été accueilli sur le tarmac par le chef du bureau local de l'ONU, le commandant du poste, Paul, le commandant de la HPU et ses officiers, ainsi que par plusieurs responsables de la MINUSCA. Dans le cadre de sa visite, le colonel Zakaria Hassan Aden a rencontré effectivement les différentes composantes du contingent, officiers, personnel médical, responsables des services logistiques. Une séance spécifique a également été consacrée aux 20 femmes membres de l'unité. Ces échanges ont permis au personnel d'exposer leur rôle, leurs ressentis ainsi que leurs doléances. Le chef d'état-major leur a prodigué des conseils personnalisés et a réaffirmé son soutien indéfectible. Eh bien, au cours de son inspection, la délégation a passé en revue les équipements majeurs de l'unité tels que les véhicules légers, les camions de transport des troupes, les blindés, les bus,
les groupes électrogènes ainsi que les équipements individuels. L'infrastructure du camp a également été inspectée, notamment les dortoirs, le réfectoire et l'infirmerie. Ces dernières étant unanimement saluées par les employés de la MINUSCA présents à Ndélé. Les besoins exprimés par les chefs des services ont été recensés selon les directives du chef d'état-major. بسم الله وياك فوق اللي وباقي جدارك. Une cérémonie de prise d'armes a été organisée sur place. Le rapport, après l'exécution des hymnes nationaux de la Centrafrique et des Nations Unies et de Djibouti, le chef d'état-major a prononcé un discours solennel. Il a félicité la troupe pour son engagement exemplaire. Écoutons à présent le commandant du chef d'escadron plutôt de la FPU 3 se trouvant en Centrafrique. En reprenant les relais des précédentes rotations, tant en termes de sécurité qu'en termes d'infrastructure, au fin d'optimiser les conditions de travail et de sécurité de l'unité. Il pourrait être cité, entre autres, la réalisation du système de grainage pour faciliter l'évacuation de l'eau de la pluie, dont les travaux sont toujours en cours, la réalisation du premier parking véhicule pour protéger nos moyens roulants des intempéries, la réalisation du hangar, lieu des échanges entre les personnels, la réalisation du hangar abri aux toilettes mobiles, l'aménagement de la place d'armes, d'où nous sommes soutiers, et de la soute à munitions, etc. Tous ces travaux ont été réalisés en 1 mois et demi.
Sur le plan des actions civilo-militaires, notre contingent déjà bien intégré dans son environnement maintient de bons rapports et mène des initiatives lui permettant de consolider ses relations et garder la population locale de son côté. Comme par exemple la distribution de l'eau potable à la périphérie de Ndélé, dans la cité d'Amitié, distribution de ballons de football aux enfants des quartiers. Nous ne nous laissons pas de travailler à la préservation et à l'amélioration du bien-être de femmes et hommes qui composent le contingent. Votre appui à offrir une alternative aux premiers fournisseurs d'accès à Internet défaillants en mettant en place la nouvelle connexion Starlink en est d'ailleurs un exemple apprécié à sa juste valeur. Enfin, je voudrais, mon colonel, saluer l'engagement de mes personnels qui font preuve de discipline, de solidarité et dont l'attitude reste jusqu'à là sans reproche. Je ne saurais terminer mon propos sans vous adresser, mon colonel, mes remerciements en mon nom et au nom de mes personnels pour le soutien inconditionnel que vous avez apporté à notre unité, mais également pour les choix portés sur ma personne pour la commander. Et j'ai pu vous assurer que je ne ménagerai aucun effort pour être à la hauteur de la confiance avec le concours de tous mes collaborateurs. Eh bien, le chef d'état-major de la gendarmerie a dans son allocution félicité la troupe pour leur engagement exemplaire, soulignant leur rôle d'ambassadeur en terre centrafricaine, garant des valeurs fondamentales des Nations Unies. Il a transmis les félicitations et le soutien de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, ainsi que les encouragements de son Excellence, le ministre de la Défense. Écoutons le chef d'état-major de la gendarmerie. L'occasion de vous dire combien je suis fier de vous qui servez loin de votre pays et de vos familles. Dans cet environnement complexe, avec un sens élevé du devoir. La sélection de notre FPU constitue le renouveau de la confiance de l'Organisation des Nations Unies en notre pays et en nos institutions, notamment notre gendarmerie. Cet état de fait dont vous saisissez l'importance vous engage tous à l'excellence, à rester exempt de tout reproche ou manquement. Pour ma part, considérant le processus de sélection que vous avez subi, je reste confiant quant à la qualité de votre engagement qui demeurera, j'en suis convaincu, professionnel, efficace, juste et impartial. En gardant à l'esprit que vous représentez toute une nation, Djibouti, et de toute une institution, la gendarmerie djiboutienne. Votre tâche est complexe et exigeante. Et vous avez été choisi en raison de votre professionnalisme, de votre détermination et de votre appropriation des valeurs fondamentales des Nations Unies. Je sais aussi compter sur votre sens du devoir, votre abnégation et votre discipline pour tenir avec brio le rôle qui est le vôtre et exécuter le mandat conféré par le Conseil de sécurité à la composante police de manière plus spécifique à la JFPU. De la meilleure des manières. Vous devez avoir à ce jour compris que l'un des piliers fondamentaux du mandat de la MINUSCA est la protection des civils. Toute votre action devra être guidée par cet objectif prioritaire de protection de la frange la plus vulnérable de la population, les civils, qui restent les principales victimes des conflits. Pour y parvenir, vos actions doivent rester impartiales et conduites dans les limites de votre mandat, dans le strict respect des principes des Nations Unies. Avant de terminer, sachez tous, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, vous transmet ses chaleureuses salutations et ses vives félicitations pour le sérieux dont vous faites preuve depuis le début de votre mission. Le Président de la République
C'est le rôle que vous endossez ici et vous exhorte à faire toujours montre d'une discipline impeccable et de la rigueur propre à la gendarmerie nationale. Enfin, il vous témoigne toute sa confiance et son soutien total. Son Excellence, Monsieur le ministre de la Défense, vous transmet également ses salutations et salue la qualité de votre engagement. Il vous souhaite plein succès dans votre mission et vous invite à continuer à donner le meilleur de vous-même. Mes chers gendarmes, pour terminer, je tiens à exprimer ma gratitude et saluer à juste valeur votre dévouement et votre esprit de sacrifice. Que Dieu vous protège tous et que notre engagement commun porte des résultats durables. Vive la GFPU, vive la gendarmerie nationale, vive la République de Djibouti, vive la République centrafricaine. Merci beaucoup. Puis dans la soirée, un moment convivial a été organisé autour d'un dîner en l'honneur de la délégation par le commandant de la FPU. Cette réception a réuni plusieurs autorités locales et internationales, dont le gouverneur de la région, le préfet, le maire sultan, les commandants des unités, à savoir tunisiennes, pakistanaises et centrafricaines, ainsi que des commandants locaux des forces de défense et de sécurité. Des animations folkloriques ont agrémenté la soirée. Retour à Djibouti où une vague de chaleur s'est installée depuis hier. En effet, l'Agence nationale de la météorologie a enregistré hier un pic de température atteignant près de 47 degrés Celsius aux alentours de 14 heures dans la capitale. Ce vendredi, la température est restée élevée, atteignant les 43 degrés à 14 heures selon l'Agence de météorologie. Cette forte chaleur est arrivée plus tôt que d'habitude. Dès le matin, la chaleur s'est fait sentir et elle est restée pesante tout au long de la journée. En fin d'après-midi, la température est descendue, mais la sensation de chaleur était toujours présente. Face à cette situation climatique extrême, l'agence appelle l'ensemble de la population à faire preuve de vigilance et à adopter des gestes de prévention nécessaires, en particulier pour les personnes âgées, les enfants et les personnes les plus vulnérables. Il est notamment recommandé de s'hydrater régulièrement, même sans sensation de soif, éviter les sorties et les efforts physiques pendant les heures les plus chaudes et la journée, se protéger du soleil et rester dans des endroits frais. Les personnes en déplacement sur la route et en mer doivent assez boire d'eau pour éviter la soif qui guette. Certaines familles sont allées à la plage pour se soulager de cette forte chaleur. Ce phénomène n'est pas isolé dans toute la région de la Corne d'Afrique. On a observé depuis quelques années des étés plus chauds et plus longs. Ces changements progressifs du climat apportent, selon eux, son lot de défis, notamment sur les ressources en eau
et les conditions de vie. L'Agence nationale de météorologie continue de suivre de près l'évolution de la situation et invite la population à rester informée à travers ses bulletins officiels. Direction le sud du pays où la ville d'Ali Sebieh a abrité hier matin une cérémonie d'inauguration d'une nouvelle agence flambant neuf de Salam Bank, un bâtiment moderne flambant neuf situé en plein cœur de la ville. La cérémonie a réuni le préfet de la région d'Ali Sebieh, Abdelmalik Mohamed Benoïta, le président du conseil régional, les députés, à savoir Elmi Mahabou Aïs et Hassan Omar Absi, ainsi que le président du conseil d'administration de Salam Bank, Ali Abdullah Haytham. La Banque centrale de Djibouti était représentée par M. Aboubakar Abati Mohamed. Les forces de sécurité, notamment les chefs de la police, de la gendarmerie, des forces militaires, ont également pris part à la cérémonie aux côtés de nombreux citoyens à ce jour venus en masse célébrer l'événement. Dans leurs discours respectifs, les intervenants ont souligné l'importance stratégique de cette nouvelle agence dans le renforcement de l'inclusion financière et l'accompagnement du développement économique local. Cette nouvelle structure moderne reflète la volonté de Salam Bank de rapprocher davantage ses services des populations et de soutenir les dynamiques économiques régionales, a déclaré M. Ali Abdullah Haytham. Implanté à Ali Sebieh depuis 2016, Salam Bank s'est illustré par sa contribution physique, économique et locale. Elle accompagne depuis lors les petites et moyennes entreprises, les commerçants ainsi que les jeunes, le financement de leurs projets et l'épargne sécurisée. Permettra une amélioration notable de la qualité des services grâce à des installations modernes, un personnel qualifié, une gamme de services financiers adaptés aux besoins variés de la clientèle. Eh bien, cet événement marque une nouvelle ère dans les relations entre Salam Bank et la population d'Ali Sebieh et s'inscrit dans une logique de croissance partagée au service de l'intérêt collectif. Écoutons les autorités locales. Que je me tiens devant vous aujourd'hui pour célébrer un moment important dans notre région, l'inauguration d'un nouveau siège de l'agence de la banque Salam African Bank, qui démontre le dynamisme économique de notre région. Ce nouveau bâtiment construit par cette banque répond non seulement à la politique de la décentralisation du gouvernement, mais témoigne que la banque sera bien ancrée dans notre région dans la durée. Cet événement est un symbole d'espoir et de prospérité pour toute la communauté d'Ali Sebieh. Dans un monde en constante évolution, où les défis économiques se multiplient, il est essentiel d'avoir des institutions financières solides et accessibles. Cette banque a déjà démontré, depuis son inauguration en 2016 à Ali Sebieh, qu'elle a certes contribué pour soutenir le développement économique local, d'accompagner les entrepreneurs dans leurs projets et de faciliter l'accès aux services financiers pour tous nos concitoyens. Nous sommes certains que vous allez continuer à tisser des liens solides avec la communauté et à écouter leurs besoins et à offrir les conseils et solutions adaptées. De notre côté, nous serons disposés à faciliter votre intégration dans la région, mais aussi vous accompagner dans toutes vos démarches. On reste toujours dans le sud du pays où une équipe médicale mobile conduite par le directeur général de l'hôpital régional d'Ali Sebieh, Mohamed Miguel Hassan, s'est déplacé dans les zones de brousse nommées Montaré et Sofi, situées au moins d'une dizaine de kilomètres du chef-lieu. Les populations de ces deux secteurs de brousse attendaient impatiemment à leur retour la venue de l'équipe mobile et médicale. Une équipe pluridisciplinaire et qualifiée composée des médecins généralistes, des infirmières, d'un pédiatre, des sages-femmes, d'un technicien nutritionniste. Les différentes activités de soins accomplies étaient concentrées sur la consultation des adultes, des enfants. Ces derniers ont été pris en charge par le médecin pédiatre
les consultations prénatales des femmes enceintes afin de prévenir une grossesse à risque telle que l'anémie sévère et autres pathologies liées à d'autres phénomènes ont été menées avec une grande considération. Sans oublier le dépistage de la malnutrition aiguë, sévère ou modérée chez les enfants ayant moins de 5 ans. Comme chaque caravane en zone de brousse, la vaccination des enfants ayant un retard concernant leur calendrier vaccinal a été effectuée. Concernant la lutte contre la malaria ou le paludisme, des moustiquaires imprégnés d'insecticides ont été distribués aux femmes enceintes et à l'ensemble des familles vulnérables de ces secteurs. Comme lors de chaque déplacement, l'équipe mobile de l'hôpital régional, Dr Ahmed Absi Oursama et les professionnels de la santé publique ont procédé à une sensibilisation des populations sur les mutilations génitales féminines qui consistent à un acte néfaste et dangereux pour la santé de nos filles. Et dans l'actualité internationale, alors que les bombardements israéliens se poursuivent sans relâche sur la bande de Gaza, les efforts diplomatiques pour instaurer un cessez-le-feu peinent à aboutir. La population civile paie le prix fort d'un conflit qui s'éternise plongé dans une crise humanitaire dramatique. Sur le terrain, les frappes israéliennes continuent de frapper durement les régions Rafah du centre de Gaza, provoquant de nouvelles pertes civiles. D'après les dernières données des organisations humanitaires, 16 enfants seraient décédés ces derniers jours, victimes de malnutrition sévère, faute d'accès à des soins médicaux et à de la nourriture.